Bonsoir. C'est au Moyen-Âge, dans le bocage normand, que je vous invite aujourd'hui, en compagnie de Jean d'Harcourt, vicomte de Falaise, parti à cheval sur les chemins enneigés pour tenter de percer le mystère d'un drame survenu dans une pauvre ferme la nuit de Noël 1385. Ou plutôt, en l'an de grâce 1385, c'est ainsi que sur les parchemins, les moines au Moyen-Âge commençaient leur récit. L'histoire vraie que je vais vous raconter ce soir, celle du procès de Falaise, semble sortie tout droit d'un fabliau médiéval, ou bien d'un dessin animé de Walt Disney dans une version gore. Elle est si insolite, si incompréhensible pour nos esprits d'aujourd'hui, qu'elle nous révèle le gouffre qui nous sépare des hommes et des femmes d'il y a 7 siècles. Voici quelques-uns des personnages de cette histoire. Une victime innocente, un animal d'une force prodigieuse, maîtrisé par un seigneur courageux, tel Saint Georges terrassant le dragon, un évêque répondant au doux nom de Sylvestre de la Cervelle, et surtout, devant une foule amassée dans la cour du château, un cochon, vêtu d'une veste, de haut de chausse et de gants blancs, pendu à un échafaud. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Michel Pastoureau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Âge, mais aussi des animaux, des couleurs et des symboles. En votre dernier livre, Le roi tué par un cochon, sorti il y a quelques mois, rassemble un peu tous ces thèmes, où vous racontez comment la mort accidentelle en 1131, donc au XIIe siècle, de Philippe, le fils du roi Louis le Gros, tombé de cheval à cause d'un cochon qui vagabondait par là, dans une rue de Paris, et bien comment cette mort a amené le roi de France à attribuer la fleur de lys et la couleur bleue comme symbole royal. C'est un livre passionnant, mais ce n'est pas l'histoire que je vais raconter ce soir, même si elle a quelques similitudes à la nôtre que vous connaissez bien aussi, Michel Pastoureau, puisque vous l'avez révélé dans des livres précédents, se passe à la fin du XIVe siècle, en Normandie, dans la bonne ville de Falaise, une ville de Normandie, de Cotentin, mais qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas au bord de la mer. Alors le Moyen-Âge, c'est une période qui est très longue, qui est assez méconnue. Est-ce que vous pourriez, Michel Pastoureau, nous dire d'abord à quoi ressemble la France et les Français en cette fin de XIVe siècle ? Ils sont relativement malheureux. C'est une période qui est quelque peu noire. Il y a un Moyen-Âge rose, pourrait-on dire. C'est le Moyen-Âge central, la période 11e, 13e siècle, essor économique, essor démographique, durée de vie qui s'allonge. Et puis un Moyen-Âge plus noir, celui de la fin, les 14e et 15e siècles. La crise est partout. La crise politique, la crise religieuse, la guerre franco-anglaise. La Grande Peste. La Grande Peste au milieu du XIVe siècle et surtout le climat qui se dégrade énormément et depuis au moins une cinquantaine d'années à la fin du XIVe siècle et ça va durer jusqu'au début du XVIIIe siècle. Donc l'espérance de vie baisse, on vit moins bien et moins longtemps à la fin du XIVe siècle qu'à la fin du XIIe siècle. Et la guerre de 100 ans ? La guerre de 100 ans n'est pas permanente. C'est une guerre franco-anglaise faite d'escarmouches et puis de grandes batailles de temps en temps, mais ne sont pas fréquentes, plus les brigands qui sont partout dans le royaume. Et puis il y a des périodes de trêve, donc de l'accalmie, et en même temps, la vie a le goût du sang, mais aussi des roses, parce que c'est une grande période de création artistique. Le mécénat des princes n'a jamais autant dépensé qu'en cette fin du XIVe siècle, spécialement à la cour de France, les oncles du roi Charles VI, qui n'est pas encore totalement fou. Il est déjà un peu malade, mais il faudra attendre encore au moins une décennie pour que l'on puisse parler du roi fou. Et il ne sera d'ailleurs pas fou toute l'année, jusqu'à la fin de sa vie. En 1422, il a des périodes de rémission. Mais c'est un long règne que celui du roi de France Charles VI, 1380-1422. Là, on est au début du règne. Tout n'est pas encore complètement noir. Et la France, c'est une notion qui existe ?
à ce moment-là? C'est une notion qui existe, en ce sens qu'il y a le royaume de France. Ce qui n'existe pas vraiment, ce sont les frontières, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire des lignes. Les frontières, ce sont des enchevêtrements de droit, sauf quand il s'agit de rivières ou de fleuves. Mais la France existe, et il y a non pas une nation France, mais il y a un royaume de France. La particularité de notre pays, c'est que l'État a précédé de beaucoup la nation. Il y a des pays où c'est le contraire. En Allemagne et en Italie, la naissance de la nation est très antérieure à celle de l'État. En France, c'est le contraire. La nation française sera là au XVIIIe siècle. Mais l'État et l'État centralisé est déjà bien là au XIVe siècle. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, c'est si difficile de décentraliser. La France est centralisée depuis tellement longtemps que c'est un peu naïf de croire qu'on peut le faire en quelques décennies. Écoutez, je vous propose qu'on se retrouve, Michel Pastoureau, dans une trentaine de minutes, le temps d'écouter 1385, le procès de Falaise, un texte original écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire par François Luciani et réalisé par Benjamin Habitant. Cela fait longtemps que je ne suis pas venu à la ferme Le Mont. Trop longtemps, sans doute. Et je n'aime pas le hameau des Cambrais, exposé au vent du nord. De dehors, j'entends murmurer des prières. Je pousse la porte. Dans la pénombre, j'aperçois Étienne et Justine Le Mont, assis près de la table. Ils me regardent avec frayeur, mais ne disent pas un mot. Ils n'ont pas l'habitude de voir leur Seigneur chez eux. Comme cette pièce est sombre et triste. Le sol en terre battue. La seule lumière vient du faible feu dans la cheminée et d'une bougie posée à côté du corps sans vie de leur enfant, allongé sur la table. Mon intendant m'a dit vrai. Le petit Jaunet a été bien abîmé. Il n'avait que 3 mois. Je pensais me réchauffer en entrant chez eux, mais ce petit feu ne chauffe rien. Il faudra que je leur fasse porter du bois. Tiens, Alix Métivier, la guérisseuse, est là, elle aussi, assise en retrait, près de l'âtre. Je la connais, Alix, depuis si longtemps. Je sais ses penchants pour la médecine et la divination. C'est elle qui m'a fait appeler afin que je constate la mort du petit. As-tu une idée de qui a pu faire cela? Pour moi, Seigneur, c'est un accident. Le petit a dû s'empaler sur une fourche dans son sommeil. Je m'approche du corps. Du côté gauche, le visage présente de profondes coupures autour du nez et de la bouche. Côté droit, l'expression de l'enfant est étrangement intacte, pure, comme celle d'un ange. La jambe gauche présente une plaie d'au moins 4 ou 5 pouces. Il y a sur tout le corps des traces de griffures. Crois-tu, Alix, qu'une simple fourche aurait pu infliger d'aussi affreuses blessures à ce pauvre enfant? Oui, sûrement. Tu sais ce que tu risques si tu me mens. Ou alors c'est un loup. Un loup? Un loup ici? Par chez nous? Alors les brebis vont y passer les unes après les autres. Et nous autres aussi. Décembre 1385, près de la bonne ville de Falaise en Normandie. Le seigneur qui vient d'entrer dans la ferme Le Mot est Jean d'Harcourt, vicomte de Falaise, un homme lettré, d'un tempérament calme et méthodique. Descendant d'une des plus anciennes et des plus puissantes familles nobles du duché de Normandie, c'est tout naturellement qu'il exerce la fonction de juge à l'échiquier, la cour de justice. En 1385, le duché de Normandie se remet à peine des plaies de la guerre de Cent Ans, qui depuis 50 ans oppose la dynastie des Plantagenets à celle des Valois, et à travers elle, le royaume d'Angleterre et le royaume de France. La guerre n'est pas finie, mais elle s'est déplacée plus au sud, dans la lointaine Aquitaine. Qui donc, dans le diocèse de Falaise, a pu tuer Jaunet Le Mot, dit l'Innocent? Une bête féroce, une sorcière, un vagabond?
Voilà donc l'histoire du procès de Falaise et du surprenant jugement qui sera fait, au nom de la puissance divine, à l'assassin de Jaunet le Mot. Depuis quelque temps déjà, je me méfie d'Alix. Après son veuvage, je l'ai trouvée changée. Elle a grossi d'au moins 10 bonnes livres. Son regard s'est durci, empâté. Elle se dit guérisseuse, mais ne guérit plus grand-chose. Comme si le deuil et la mort ne la quittaient plus, elle a dans l'œil quelque chose d'inquiétant, presque malsain. Est-elle complice de ce crime? Aurait-elle cherché, au nom d'une science coupable, à explorer les organes de ce malheureux nourrisson? Le soir même, je me rends à Coutances pour tenir informer l'évêque, monseigneur Sylvestre de la Cervelle. Quel est donc votre souci, vicomte? J'ai vu le corps du petit Jaunet le Mot, le malheureux. Ses plaies étaient profondes, mais fines et bien dessinées. Assurément, monseigneur, de telles blessures peuvent être l'œuvre d'un loup, comme celle d'une main experte. Vous croyez? J'ai bien remarqué des traces de griffures qui pourraient, certes, venir d'une bête féroce à la mâchoire aiguisée, dotée de crocs acérés comme des rasoirs, mais ce pourrait être aussi l'œuvre de la main d'un homme armé d'un scalpel. C'est là mon doute, monseigneur. La main d'un homme. Et à qui donc pourrait appartenir cette main, selon vous? Je cherche, monseigneur, je cherche. Un barbier ou un chirurgien et pourquoi pas une femme? Une femme? La main d'une femme barbier armée d'un ciseau bien affûté. Qui sait? Mon cher vicomte, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme ou d'une bête féroce, puissiez-vous nous délivrer de ces actes barbares, manifestations diaboliques qui nous viennent de l'enfer. Il vous appartient, au nom de l'échiquier de Normandie qui vous a investi par mon intermédiaire, de faire toute la lumière sur cette affaire. Tracez doctement votre route, ayez confiance en votre jugement. Je ne doute pas que vous saurez au mieux servir l'intérêt de notre noble cour. C'est un cas difficile. J'attends vos conclusions au plus vite. J'agirai de mon mieux, monseigneur, soyez-en sûr. À cette époque, la religion catholique interdit que le corps humain soit exploré. Pour ne pas troubler l'ordre divin, comme le disaient les évêques, la chirurgie et a fortiori l'autopsie sont interdites, vigoureusement condamnées par l'Église sous peine d'excommunication. Lors du concile de Tours, en 1163, l'Église a décrété « Ecclesia aboret a sanguine ». Depuis ce décret, les médecins, la plupart membres du clergé, sont interdits de chirurgie et celle-ci est reléguée à un rang inférieur pour encore de très longues années. Cette interdiction conduit à l'apparition de ce qu'on appelle alors les barbiers, valets et apprentis médecins qui réalisent couramment des petites interventions de médecine et de dentisterie. Des petites besognes comme la saignée, les ventouses, les pansements et autres compresses. Parallèlement aux barbiers, on voit aussi des guérisseurs et autres charlatans proposer leurs services dans les campagnes. Tôt le lendemain matin, une brume épaisse s'est abattue sur la campagne. Tout est figé. Le sol gelé. Les fossoyeurs doivent s'employer amèrement pour creuser le petit trou rectangulaire qui va recueillir le cercueil de Jaunet le Mot pour l'éternité. Le curé dit des prières. Étienne le Mot soutient Justine en larmes. Ils sont malheureux, mais sont-ils pour autant innocents? Certes, Justine le Mot a perdu un fils, mais je l'ai vu souvent. Les paysans appauvris n'hésitent pas, quand les récoltes ont été mauvaises, à s'alléger en secret d'un poids devenu trop lourd à porter. Le père et la mère ont-ils tous deux laissé le nourrisson mourir de faim et de soif? Mais alors, pourquoi l'avoir ainsi mutilé? J'observe Étienne, un homme de forte corpulence. La longue cicatrice qui lui barre le visage lui donne un air de bandit. Alix se tient en retrait. Elle m'observe de loin. Je regarde ses mains fines et longues. La guérisseuse sait elle aussi manier le scalpel. Elle s'approche de moi avec une expression faussement compatissante. Comme c'est triste,
Seigneur, n'est-ce pas? Un tel drame, si jeune. Le pauvre petit. Sais-tu quelque chose de nouveau depuis hier, Alix? Non. Si ce n'est qu'on a vu passer une truie sauvage, égarée dans la nuit. Une truie? Et alors? Une truie sauvage de très grande taille, forte comme un taureau. C'est ce qu'on m'a dit. Qui t'a dit cela? Elle serait passée du côté de la ferme des Clés, à 2 pas de l'étang des morts. L'as-tu vu de tes yeux? Non. Qui l'a vu? Le père Arnaud. C'est sa femme qui me l'a dit. En pleine nuit? Oui. Comment peut-il être sûr qu'il s'agit d'une truie de si grande taille et non pas d'un cochon ou même d'un chien? L'a-t-il vu de ses yeux? Le père Arnaud, c'est ce qu'il dit. A-t-il des yeux de chat pour voir clair dans le noir au point de distinguer le mâle de la femelle? Mais allez donc interroger le père Arnaud. Il vous dira, lui, ce qu'il a vu. Jusqu'au XVIIe siècle, les cochons domestiques ressemblent à des sangliers. Le dos voûté, la peau noire hérissée de soie drue, 2 crocs acérés jaillissant autour du groin tels des poignards. Quand ils attaquent, ils les utilisent comme une arme, donnant de violents coups de tête vers le haut pour accrocher et déchirer la chair de l'ennemi. Beaucoup moins gras que les porcs d'aujourd'hui, ces animaux sont vifs, agiles, mais vraiment dangereux, coléreux et lunatiques. Le soir même, je me rends à la ferme des Clés. Le père Arnaud travaille à l'étable à nourrir les brebis. C'est un homme âgé, fatigué par le labeur. Lorsqu'il me voit, il fait mine de rien. Il poursuit sa tâche. Je l'interroge, lui demande ce qu'il a vraiment vu, si Alix a dit vrai. Il me répond vaguement. Hier, après minuit, alors qu'il allait chercher du bois pour le feu, il dit qu'il a peut-être distingué un animal furtif, un renard ou un chien traverser le champ. Rien de bien précis. De quoi a-t-il peur? Jean d'Harcourt prend le chemin du retour. Le cavalier regarde le sol pour se protéger. Soudain, il lui semble apercevoir des traces. La neige qui tombe mollement dessine pourtour des trous profonds laissés dans la terre avant le gel. Grosse d'au moins 4 ou 5 pouces, l'empreinte ressemble à une patte de sanglier, mais elle pourrait être aussi celle d'un mulet ou d'un gros cerf. Toujours juché sur son cheval, Jean d'Harcourt suit les traces et aboutit à la ferme Le Mot à quelques lieues de là. Étienne travaille à la lueur de la bougie. Il vient d'abattre un lièvre qu'il dépaisse avec méthode. Bonsoir, Seigneur. Vous permettez, je finis mon travail. Je passais. Que puis-je pour vous? Vous avez peut-être trouvé celui qui a tué mon petit? Je suivais des traces qui m'ont mené jusqu'à ta ferme. Des traces? Oui, grosses comme la main. Le père Arnaud aurait vu un renard ou un chien. Et toi? Aurais-tu vu une bête semblable rôder par ici? Une bête? Apporte à boire, Justine, on a de la visite. Les enfants sont assis à table, prêts à avaler un bien maigre repas. Justine pose 2 verres devant moi. Elle verse de l'eau de vie. Vous avez fait de beaux enfants, Justine. Par bonheur, nous pouvons remercier le ciel. La famille, c'est un don de Dieu, n'est-ce pas? Davantage de filles que de garçons. Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a voulu ainsi. Ils semblent heureux devant moi, malgré la misère et la faim qui les tenaillent. Je le vois bien. J'avale mon verre cul sec. Excellente. Merci, Étienne. Ça vient des pommes du verger. La mort de Jaunet, on ne s'en remet pas, vous savez. On souffre. Depuis, impossible de fermer l'œil. J'ai peur de tout. Du noir, du jour, du silence. C'est comme si le diable m'épiait à chaque instant. Puis-je te poser une question, Justine? Oui, bien sûr. Que faisais-tu le soir où Jaunet a été tué? C'était le soir de Noël. J'étais au fourneau. Les enfants étaient chez ma mère au Moret, à 2 lieues d'ici. Et toi, Étienne? Que faisais-tu? Je coupais du bois. Et où se trouvait le petit Jaunet à ce moment-là? Il dormait dans sa couche.
On l'a retrouvé dans l'étable avec les brebis. Qu'y faisait-il? Il dormait. Tout seul? Sans surveillance? Oui. Chez nous, il n'y a rien à craindre. Comment s'est-il rendu à l'étable? C'est toi qui l'y as déposé? Il faisait froid, très froid. Alors je l'ai posé dans la paille, emmailloté près des bêtes pour qu'elles lui tiennent chaud. Et après? Plus rien. On l'a retrouvé comme ça, plein de sang. Mon petit chat. Et vous n'avez rien entendu? Non, rien. On l'a retrouvé comme vous l'avez vu, ouvert de partout. Et Étienne, un meurtrier? Malgré son air chafouin et sa tête d'assassin, ce n'est pas non plus un mauvais bougre. Il se donne tant de mal au champ pour nourrir sa famille. Ne suis-je pas en train de transformer par mon imagination des victimes en criminels? Qui donc a été le bourreau de Jaunet? Alix, avec ses longues mains de sorcière? Ou une bête sauvage, errante? La truie que le père Arnaud aurait vu passer du côté des Cambrais? Une truie. Il faut que j'aille ce soir à la ferme Métivier, chez Alix. J'en aurai le cœur net. En arrivant devant la maison d'Alix, Jean d'Harcourt est frappé de voir une chouette effraie, clouée à même le chambranle de la porte. Au Moyen-Âge, la chouette effraie est le symbole de l'hérésie, perçue comme l'oiseau funèbre, le messager de la mort. Quand elle se fixe quelque part et qu'elle y fait retentir sa voix, c'est pour appeler quelqu'un au cimetière. Je pousse la porte. Personne. Un peu plus loin, au fond de la grange, j'aperçois une espèce de cage de verre. Des plantes y sont soigneusement cultivées. Je reconnais aussitôt les herbes médicinales de Saint-Jean, la sauge, l'absinthe et l'aneth que certaines femmes utilisent contre l'anxiété ou comme talisman contre la sorcellerie. Pardonnez-moi, Seigneur, j'ai les mains sales. J'ai préparé un poulet pour demain. J'ai vu que tu as fait une serre. Tu cultives le datura, la sauge et le millepertuis. Ce sont des plantes magiques. Oh, la magie. J'essaye seulement de soigner les maux qui nous font tous souffrir. Est-ce un mal? Non, mais... Mais quoi? L'aneth n'est-elle pas la plante que les femmes utilisent pour faire fuir les sorcières? Vous croyez en ces choses, Seigneur? Vous, un homme si éclairé. Je vis dans un château, c'est vrai, mais je regarde mes gens vivre et surtout je les écoute. Quand ils acceptent de parler devant moi. Ils font ce qu'ils peuvent pour se prémunir des maladies et des mauvaises récoltes. Parfois de manière peu chrétienne. Mais ils ne le savent pas. Vous allez bientôt vous marier, n'est-ce pas? En effet, mon mariage avec Blanche de Ponthieu est prévu au premier jour du printemps. Pourquoi cette question? Ça t'intéresse? Si vous voulez de beaux enfants, il faudra faire attention à vous, Seigneur. Il faudra vous protéger des maladies, veiller à la santé de votre bien-aimé. J'y travaille, voyez-vous. Pourquoi me parle-t-elle ainsi? Que veut-elle? S'immiscer dans ma vie, mon mariage? Porter le mauvais œil? Ton bon secours, Alix, serait-il une raison suffisante pour pratiquer une chirurgie malsaine? Je cherche, voyez-vous. Tu cherches. Mais qu'espères-tu d'en trouver? Je ne sais pas. Le secret de la vie, peut-être. Moi qui n'ai jamais eu la chance de pouvoir la donner. Elle n'a pas l'air méchant et pourtant, ce ton sucré me met mal à l'aise. Aurait-elle suivi le chemin de ces chirurgiens qui ont fait subir tant de souffrances aux malheureux qui sont tombés entre leurs mains? Venez, Seigneur. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Regardez, là il y a par exemple du genêt. Elle me montre une à une les plantes qu'elle cultive avec méthode. Elle a disposé ses plantations à la manière des moines, à mi-hauteur, sur des tables de bois disposées à l'abri, où les herbes croissent dans des carrés de bonne terre d'une quinzaine de pouces de côté. Vous voulez goûter? Non, merci. N'ayez pas peur, ce ne sont que des herbes, vous n'en mourrez pas. Voilà du réfort. Bénéfique pour le dos et le côté. De la bardane et de la guimauve, calmante pour la peau. De l'absinthe contre les vers.
Ou encore du pissenlit pour la bile. Et de la valériane pour favoriser le sommeil et les rêves. Comment peux-tu être sûr de leurs bienfaits? Je les ai mangés moi-même. Tu ne crains pas le poison? Je suis encore vivante, voyez-vous. En effet, tu es vaillante. Seigneur. Oui. Je n'ai pas tué le petit Jaunet. Pourtant, au nom de ta médecine, par ta curiosité perverse, avoue que tu en serais bien capable, n'est-ce pas? Je n'ai pas tué cet enfant, Seigneur. Il est tard, il se met de nouveau à neiger. La campagne blanchit à mesure que le jour tombe et tout s'enveloppe d'un silence ouaté. Jean d'Harcourt reprend le chemin vers Falaise. Au loin, la haute tour du château se détache, noire, sur le ciel couleur d'ardoise. Il fait un froid glacial. Le sol est dur, gelé à pierre fendre. Les sabots du cheval glissent sur la glace formée sur les pierres du chemin. Soudain, un bruit, comme un galop, puis des cris. Au loin, du côté de la ferme Le Mot, Jean d'Harcourt aperçoit des flammes. Les cris se font plus forts, plus pressants, ceux des hommes et ceux des bêtes. Le feu se propage à une vitesse impressionnante. Je lance mon cheval au galop en direction de la ferme Le Mot. Soudain, je suis face à un véritable monstre. Un animal d'une puissance incroyable, au moins 5 à 6 pieds au garrot. La bête hurle comme un porc, alors qu'on lui aurait donné la force d'un cheval. Dans l'étable, parmi les flammes qui grandissent à vue d'œil, les brebis gisent au sol, éventrées. La bête a dû faire basculer les meubles en bois dans la cheminée, renverser la marmite et propager le feu dans la maison. À la vue de ce monstre, mon cheval effrayé se cabre et me jette au sol en hennissant avec fureur. Avec ses crocs et son groin, la bête repousse mes attaques à main nue. Je saisis une fourche et lui fais face lorsqu'elle se jette sur moi. Étienne, à ce moment, vient à mon secours, armé d'une hache et d'une corde. Il pique la bête et lance la corde qui s'entortille autour de son cou. Alors, armés de nos fourches et de nos haches, nous parvenons enfin, après près d'une heure d'une lutte acharnée, à immobiliser la bête furieuse. Les brebis affolées s'enfuient à grands cris. Les dégâts sont considérables. Le feu a ravagé l'étable. Il ne reste pas grand-chose de la ferme Le Mot. Les enfants sont terrifiés. Justine pleure sans discontinuer. Dès le lendemain, Jean d'Harcourt se rend à Coutances pour raconter à l'évêque la nuit d'horreur qu'il a passée. Monseigneur, je crois que nous tenons l'assassin de Jaunet Le Mot. Alors, qui est-il? Quel est son nom? Il n'a pas de nom, monseigneur. Tiens donc. Il s'agit d'une truie, monseigneur. Une truie? Oui, une truie. Une truie sauvage d'une cruauté impressionnante. On aurait dit un dragon. La puissance d'un taureau et la mâchoire d'un loup. Nous l'avons prise en flagrant délit au péril de nos vies. Étienne et Justine Le Mot m'ont été d'un grand secours. Seigneur, il n'est pas rare de nos jours de voir dans nos campagnes de pareils animaux se livrer à des méfaits de toutes sortes, au mépris de la reconnaissance qu'ils nous devraient. C'est une truie sauvage, monseigneur. Elle n'a pas de maître. Sauvage ou non, elle mérite un châtiment à la hauteur de ses forfaits. Êtes-vous bien sûr de vos accusations? Je le crains, monseigneur. Dans ce cas, que cette bête nous soit apportée. Elle aura droit à un jugement équitable pour les crimes dont nous la soupçonnons. Ce sera fait dès demain, monseigneur. Juger un animal, quelle idée étrange. Les bêtes ont-elles une âme, et surtout une conscience? Dès la fin du XIIIe siècle, Philippe de Beaumanoir, célèbre compilateur des coutumes de Beauvaisis, affirme que conduire une truie au tribunal parce qu'elle a tué un enfant est justice perdue, car les bêtes ne savent pas ce que sont le bien et le mal et sont incapables de comprendre la peine qu'on leur inflige. Pourtant, cette opinion n'est pas la plus répandue, loin de là. Cette idée mettra même plusieurs siècles avant de s'imposer. Au Moyen Âge,
l'animal est en partie responsable de ses actes. Comme tous les êtres vivants, il possède une âme, qui se définit d'abord comme un souffle vital qui retournera à Dieu. Cette âme est non seulement végétative, c'est-à-dire dotée du principe de nutrition, de croissance et de reproduction, comme celle des plantes, et sensitive, dotée du principe de sensation, mais elle est aussi, du moins pour les animaux dits supérieurs, partiellement intellective, comme celle de l'homme. Le problème est de savoir si ces animaux possèdent en plus, comme l'homme, un principe spirituel et pensant. Quelle foule aujourd'hui à Falaise. La nouvelle extraordinaire a fait rapidement le tour du duché. Une truie va être jugée. Il faut se mettre à 4 pour conduire la bête jusqu'au lieu de son jugement. D'une force démoniaque, l'animal nous repousse furieusement de tout son poids, pareil à un cheval de 1000 livres, agitant son groin et mordant de ses crocs acérés, même pris dans un filet aux mailles bien épaisses. Après une lutte où l'un des gardes fut brutalement jeté à terre d'un coup de tête et un autre mordu au bras, nous décidons que le procès de l'animal aura lieu en lieu sûr, dans la salle des gardes du château de Falaise. Il y a là Monseigneur Sylvestre de la Cervelle, évêque de Coutances et président du tribunal au nom de l'échiquier de Rouen, Alix Métivier, Étienne et Justine Lemot, cités à comparaître, et quelques hommes et femmes des villages alentours venus assister au procès par curiosité. J'ouvre la séance malgré les hurlements de l'animal. Monseigneur, je me permets ici de rappeler les faits. Le petit Jeunet Lemot, deuxième fils d'Étienne et Justine Lemot, né le 21 septembre 1385 au Cambrai, comté de Falaise, âgé de 3 mois et 6 jours au moment des faits, a trouvé la mort dans la nuit de Noël 1385. Au vu des blessures constatées sur le corps du nourrisson, nous avons la certitude que l'enfant n'est pas décédé de mort naturelle ni par accident. À la suite de l'enquête que vous m'avez confiée, nous avons acquis la conviction que cette truie, l'animal sauvage que vous avez devant vous, a assassiné l'enfant. En avez-vous la preuve certaine? Nous avons pris l'animal en flagrant délit de vagabondage aux alentours de la ferme Lemot dans la nuit du 27 au 28 décembre. L'animal, furieux, a éventré plusieurs brebis et s'apprêtait à commettre d'autres terribles méfaits si nous ne l'avions arrêté par force. Il ne fait aucun doute que cette même truie aura pu s'introduire quelques jours auparavant dans l'étable des Lemot et accomplir ainsi son forfait. Justine Lemot, vous êtes la mère de l'enfant, n'est-ce pas? Oui, monseigneur. Monsieur Darcourt consigne dans son rapport que dans la nuit de Noël, l'enfant Jeunet dormait seul dans l'étable pendant que tu étais au fourneau. Et ton mari coupait du bois. C'est bien cela, n'est-ce pas? Pourquoi pleures-tu ainsi, Justine? Ma question est-elle à ce point terrible? Non, monseigneur. Alors, devant Dieu, en toute quiétude devant sa miséricorde, peux-tu répondre à cette question? Pourquoi l'enfant était-il seul, sans surveillance dans l'étable? J'ai menti, monseigneur. Explique-toi devant la cour, Justine. Eh bien voilà, c'était le soir de Noël et nous nous apprêtions avec mon mari à faire un modeste repas. Et alors? J'ai honte, monseigneur. Honte de quoi? Nous avons profité, mon mari et moi, pendant que Jeunet dormait, pour célébrer la naissance de Jésus. Il n'y a aucune raison d'avoir honte de cela, Justine. Et comment donc avez-vous célébré Jésus? Nous avons fauté, monseigneur. Fauté? Oui. Oui, monseigneur. Je l'avoue devant Dieu et sa miséricorde. Nous étions seuls, mon mari et moi, et nous nous sommes adonnés au plaisir de la chair pendant le sommeil de Jeunet. Nous l'avons laissé seul et nous avons été punis. Je confirme ces dires, monseigneur.
Misérable pécheur. À cet instant, je comprends enfin pourquoi j'avais le sentiment qu'il me cachait quelque chose et qu'il me mentait. Justine et Étienne avaient tout simplement honte d'avouer leur amour et le plaisir que Dieu leur avait offert ce soir-là. Monseigneur, à ce moment du débat, permettez-moi d'intervenir. Je vous écoute. Est-il coupable entre mari et femme de s'aimer le soir de Noël? Si le péché de chair est coupable devant l'Église, il ne l'est pas pour autant entre époux unis devant Dieu, j'en conviens. Ce fait ainsi posé, n'innocente-t-il pas Justine et Étienne du soupçon d'infanticide que nous avons injustement fait peser sur eux? Ne sont-ils pas du côté de l'amour plutôt que de la mort? La concupiscence aura coûté la vie à une innocente créature, et ce péché devra être puni selon la loi de l'Église. Il est donc très probable que la seule véritable coupable de la mort de Jaunet le Mot soit la truie. Vous en conviendrez. J'en conviens. J'ajoute, monseigneur, qu'Alix Métivier, la guérisseuse, ainsi que je l'ai consigné dans mon rapport, ne peut être suspectée. Sa médecine n'est pas chirurgie. J'ai pu goûter moi-même aux herbes qu'elle cultive, et elles m'ont fait le plus grand bien. N'est-ce pas, Alix? Je vous remercie de tant de clairvoyance, Seigneur. Alors, les faits sont établis. La truie est coupable. Pourtant, monseigneur, pouvons-nous condamner la truie aussi aveuglément? Que voulez-vous dire? La truie était-elle pleinement responsable de ses actes au moment des faits? Ou aurait-elle seulement suivi son instinct? La truie est un animal supérieur doté d'intelligence. Ne croyez-vous pas que cette intelligence ait pu être trompée par son instinct? La faim, par exemple. Vous voulez insinuer que la truie, créature de notre Seigneur, n'est pas responsable de ses actes? Imaginons la scène. Il fait nuit. Le froid envahit tout. La truie est affamée. Son groin fouille partout. Elle cherche dans les tables et aperçoit ce qui n'est pour elle qu'une gourmandise. Dans l'obscurité, à travers sa faible vue, ce pourrait être un navet ou n'importe quoi d'autre. Attirée par l'odeur du lait, elle aperçoit une forme appétissante. La truie se jette alors sur sa proie sans savoir qu'il s'agit d'un enfant. Elle commence à le dévorer, mais elle réalise tout à coup son erreur. Affolée, elle s'enfuit et devient furieuse. Incontestablement, cher vicomte, vous ne manquez pas d'imagination. Je veux dire qu'au nom de la nature que Dieu lui a donnée, la truie a des circonstances atténuantes. Elle a pu être la victime d'elle-même. Alors, selon vous, il n'y aurait donc aucun coupable à ce meurtre? Peut-être, monseigneur. Les bêtes n'auraient donc pas d'âme, selon vous? Je ne sais pas, monseigneur. Seul vous, homme d'église, pouvez nous le dire. D'après vous, les bêtes, même les plus féroces, dotées d'intelligence mais dominées par leurs instincts, ne seraient pas justiciables devant Dieu et pourraient ainsi commettre les crimes les plus affreux en toute impunité? J'interroge la cour, monseigneur, pour un procès équitable. J'ai bien peur que la cour ne vous suive pas, cher vicomte. Par le raisonnement éclairé, je ne doute pas qu'une juste sentence sera prononcée. Le jugement de la cour sera rendu dans 1 heure. La séance est levée. 1 heure plus tard, l'évêque de Coutances réapparaît. Scène extraordinaire. Dans la magnificence de son habit ecclésiastique, mitre sur la tête et tenant à la main la crosse épiscopale, il fait face à la truie qui pousse des hurlements sauvages dans la salle des gardes du château de Falaise. L'animal, de plus en plus affolé, est maintenu à distance par 4 gardes de grande force armés de bâtons ferrés. L'évêque s'adresse à l'accusée sévèrement en la regardant droit dans les yeux. Tais-toi, porc! La truie n'en fait rien, bien évidemment. Mais va-t-il se taire? Voici le jugement de la cour. Pour le meurtre du jeune Jaunet le Mot, l'innocent, tu seras condamné à avoir le groin tranché et la face recouverte d'un masque à figure humaine. Puis, tu seras habillé d'une veste et d'une culotte et traîné par un cheval à travers les rues de Falaise jusqu'aux fourches patibulaires. Puis, tu seras pendu par les pattes jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Quant au fermier Lemot, Justine et Étienne, pour leur concupiscence, ils seront condamnés à assister au supplice. Oh mon Dieu! Ainsi, justice est-elle rendue, et le supplice exécuté. Comme il est écrit dans les parchemins du diocèse de Falaise, Nicolas Morier, le bourreau de Falaise, son œuvre faite, s'est présenté le 9 janvier 1386 devant Guyot de Montfort, le tabellion chargé de l'administration des procès, pour recevoir son dû et signer la quittance. La sentence du procès de la truie de Falaise est l'une des plus anciennes et la plus exceptionnelle par son énoncé. Elle ne réparait pas seulement un crime par le sang, elle marquait une volonté répétée, dans chacune de ses dispositions, de rendre l'exécution édifiante, spectaculaire. Quel symbole pouvons-nous voir dans cette mise en scène étrange, dictée par la sentence de la cour? Était-ce bien un porc qui était pendu ce jour-là, ou bien l'effigie du péché? Pourquoi avoir fait réaliser ensuite, à la demande de l'Église, une fresque représentant le supplice de la truie affublée d'un masque à figure humaine, d'une veste et d'une culotte? C'est là toute l'étrangeté de la sentence du procès de Falaise qui est parvenue jusqu'à nous 6 siècles plus tard. À la suite du jugement de la truie de Falaise et de son exécution qui a fait grand bruit dans la ville et dans tout le duché, l'évêque a ordonné qu'une peinture représentant la scène soit établie. La cour a exigé la réalisation d'une fresque en l'église de la Sainte Trinité de Falaise, une œuvre réaliste, afin que ce châtiment serve d'avertissement à toutes les autres bêtes du royaume, mais aussi aux sorcières, aux charlatans et aux hommes et aux femmes sujets de Falaise et de la Normandie qui se seraient aventurés, tentés par le diable, sur le chemin de l'hérésie. Ce qui est entrepris a daté de ce jour. En l'an de grâce de notre Seigneur 1386, le 9e jour de janvier. Le procès de Falaise de François Luciani avec Jean d'Harcourt, Laurent Natrella, Alix Métivier, Virginie Collemin, Étienne Lemot, Dominique Parent, Justine Lemot, Valérie Vinci, l'évêque Guy Cambrelin et la voix d'Aurélien Ozinski. Bruitage, Patrick Martinache assisté de Benoît Fèvre, prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Ariane Herbet et Yacine Monet, réalisation, Benjamin Habitant. Dans quelques minutes, nous reprenons la discussion avec l'historien Michel Pastoureau. Danser sous la stille.
Femme Sphinx. Aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Antoine Dabrowski, assisté de Christiane Alain Favre. Programmation musicale Djoubaka, à la technique Alice Berger. Autant en emporte l'histoire sur France Inter. Michel Pastoureau, je rappelle, vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Âge. L'histoire de ce procès d'une truie à Falaise en 1386 que l'on vient d'entendre, l'histoire est vraie, même si nous avons pris quelques libertés avec la vérité historique. Oui, beaucoup de libertés. J'ai raconté plusieurs fois ce procès de la truie de Falaise. Ce n'est pas une truie sauvage, c'est une truie domestique. Et le problème est là, elle est jugée justement parce qu'elle est animal domestique. Si ça avait été une truie sauvage, une laie, les choses se seraient passées tout à fait autrement. Bien sûr, il n'y aurait pas eu de procès. On ne juge pas les animaux sauvages. Ouais. Et ensuite, c'est la justice du roi qui intervient. C'est le bailli, le vicomte, le juge, mais pas l'évêque qui n'a rien à faire ici, surtout avec sa mitre sur sa tête, comme nous dit la fiction. J'imagine que vous avez dit la même chose quand vous avez vu le film Au nom de la rose. Non, parce que j'étais conseiller historique du film. Zut, je me suis trompée. Mais j'ai fait une grosse bêtise, je dois le confesser, parce que j'étais responsable. Confessez-vous. J'étais responsable des couleurs, des animaux, des emblèmes, des symboles, etc. Parmi d'autres conseillers historiques, nous étions 8. Et il y avait une scène avec des cochons. Et je ne sais pas pourquoi, moi qui suis spécialiste et du cochon et des couleurs, j'ai oublié qu'au XIVe siècle, les cochons étaient noirs ou gris ou bruns et pas roses. Et donc, on avait tourné avec des cochons roses, il a fallu recommencer la scène. Il était trop tard pour trouver des cochons noirs, donc on a peint à la bombe les cochons roses. Ça fait une scène très gore et Jean-Jacques Hano était très content. Est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de procès d'animaux comme ça au Moyen-Âge ? C'est quelque chose qui nous semble peut-être tellement ahurissant pour nous aujourd'hui. Ahurissant, oui et non. Ils ne sont pas choses fréquentes. L'idée, c'est de montrer qu'on rend la bonne justice et que tout coupable peut être jugé. Donc il y a une certaine solennité, une mise en scène, on frappe fort, mais ça ne fait pas partie de la vie quotidienne, bien sûr, c'est exceptionnel. Plus les débats qui ont été évoqués à la fin de l'histoire que nous avons entendue. En effet, il y a des juristes et des théologiens qui pensent que c'est justice perdue que de juger les animaux, et d'autres qui pensent que non, que les animaux, les gros animaux sont capables de distinguer le bien et le mal, donc ils sont responsables de leurs actes, et on va en débattre jusqu'au XVIIe siècle. Oui, ce qui nous semble assez étonnant, voire incompréhensible pour nous aujourd'hui, c'est qu'on organise un procès. Parce qu'organiser un procès, c'est quand même coûteux. C'est coûteux, et heureusement, parce que c'est grâce aux dépenses que l'on fait que l'historien a des documents, documents comptables. Il y a l'idée, tout un courant de pensée au Moyen-Âge qui estime qu'il y a d'une part une communauté des êtres vivants, et de l'autre que tous les êtres vivants sont enfants de Dieu. Et certains théologiens avancent l'idée, pour souligner que les animaux aussi sont enfants de Dieu, ils avancent l'idée que Jésus est venu les libérer puisqu'il est né dans une étable. Donc sa venue sur terre concerne aussi les animaux. Ce qui est différent par rapport à nous, c'est que le propriétaire de l'animal n'est aucunement responsable. Alors là, on a mis en scène une truie sauvage. Il n'y a pas de propriétaire, mais d'habitude, c'est un animal de ferme. Et par rapport aux procès qui peuvent exister aujourd'hui, il y a des animaux responsables d'accidents, d'homicides, d'infanticides, mais c'est le maître de l'animal qui est responsable. Au Moyen-Âge, c'est l'animal lui-même, du moins quand c'est un gros animal. Donc c'est une grande différence qui implique au fond une proximité plus grande entre l'homme et l'animal au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. Ce qui est étonnant également, Michel Pastoureau, c'est que la plupart de ces procès d'animaux, même s'ils n'ont pas été très nombreux, ont quand même comme accusé principal des cochons, des porcs. Pour quelles raisons ? Deux raisons. Une raison pragmatique, si je puis dire. Les porcs sont vagabonds, aussi bien en ville qu'à la campagne. En ville, ils jouent le rôle d'éboueurs. Ils le font jusqu'en plein XXe siècle, dans les rues de Naples, par exemple. Jusque dans les années 1930, les autorités municipales prennent des décisions contre la divagation des porcs.
décisions qui ne sont pas respectées, bien sûr. Donc les porcs sont nombreux, vagabonds et occasionnent des accidents. Ils pillent des boutiques, dévastent des jardins, voire des cimetières. Mais surtout, il y a une raison symbolique. Le porc est l'animal le plus proche de l'homme en raison de son anatomie interne et de la physiologie qui s'y rattache. Comme le dit la fiction qu'on a entendue dans les écoles de médecine, on ne dissèque pas le corps humain, l'Église l'interdit. Donc l'anatomie humaine s'explique et s'étudie à partir de la dissection de la truie ou du verra, avec l'idée qu'à l'intérieur, c'est tout pareil. Et en effet, le savoir contemporain confirme qu'à l'intérieur, c'est tout pareil. Le porc est l'animal le plus proche de l'être humain, avec les grands singes. Mais comme les grands singes aujourd'hui sont protégés, et pas le cochon, c'est au cochon qu'on emprunte toutes sortes de produits, qu'on emprunte ses organes pour faire des greffes d'organes, des greffes de peau. Une truie peut être mère porteuse d'un embryon humain tant que la mère subit une opération. Ça n'est pas si rare, etc., etc. Pendant des décennies, l'insuline pour diabétiques, c'était l'insuline de porc. Donc, il y a un cousinage biologique et physiologique que les sociétés anciennes connaissent. Et on est dans ce domaine-là, au fond. Du point de vue symbolique, le porc est tellement proche de l'homme qu'il peut être conduit au tribunal. Oui, c'est ça. On aime ce qu'on déteste, c'est aussi ce qui est le plus proche de vous. Voilà, il y a à la fois attrait et rejet, et je suis persuadé que tous les tabous qui portent sur le cochon dans différentes sociétés le sont pour ces raisons de cousinage. Manger du porc, au fond, c'est être cannibale. Il est beaucoup trop proche pour être traité comme les autres animaux. Comment expliquez-vous, Michel Pastoureau, qu'à partir du XVIe au XVIIe siècle, on voit disparaître ces procès d'animaux en France ? Est-ce que c'est l'arrivée d'un esprit plus rationnel, plus cartésien, entre guillemets ? Oui, la philosophie a changé, la théologie a changé, la connaissance zoologique également, et le balancier repart dans l'autre sens assez vite d'ailleurs, à partir des années 1640-60. Des philosophes comme Descartes, Malebranche surtout, considèrent que l'animal est un être qui n'est pas du tout pensant, ni même fort peu sensible, donc il ne sait pas ce que sont le bien et le mal, et il ne connaît pas la souffrance, puisqu'il est étranger au péché originel, donc on peut le traiter comme une machine. C'est la théorie de l'animal-machine qui va régner pendant un peu plus d'un siècle en Europe occidentale, et on oublie constamment, donc, et pour d'une longue durée, ces histoires de procès faits aux animaux. Mais à partir du XVIIIe siècle, commence à se créer des sociétés protectrices des animaux, d'abord en Écosse, puis en Angleterre, puis sur le continent. Donc c'est un balancier qui repart dans l'autre sens, une certaine sensibilité romantique envers l'animal. Le sentimentalisme victorien. Oui, aussi. Et puis en 1859, Darwin écrit L'origine des espèces, et donc les rapports entre l'homme et l'animal changent complètement, et on entre dans une nouvelle histoire de ces rapports. Merci beaucoup, Michel Pastoureau. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le roi tué par un cochon. C'est publié à la librairie du XXIe siècle, aux éditions du Seuil. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr. Et bien sûr, j'attends vos commentaires sur le site de France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez également trouver le dessin de Nina Leec sur le site. Dimanche prochain, retour au XXe siècle, en 1917, pendant la Révolution d'octobre. L'histoire très romanesque de Ivan, jeune comédien moscovite, admirateur du théâtre d'art de Stanislavski. Il va se trouver malgré lui emporté par la tourmente révolutionnaire et par l'amour. À dimanche prochain. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. Très bonne soirée à tous.